Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et de nous accompagner pour cette nouvelle émission de Stade 24 aujourd'hui consacrée au handball. Pour nous accompagner ce soir, notre invité, le directeur technique national, ancien international, Abdeslam Ben Marsoula. Bonsoir Abdeslam. Bonsoir et merci pour l'invitation. C'est nous qui vous disons merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et pour vous accompagner et m'accompagner, Sidi Ahmed Khaddi. Sidi Ahmed, bonsoir. Bonsoir Mohamed Jabbar et bonsoir à notre invité. Bonsoir. Sans plus tarder, l'événement de Stade 24. L'événement de Stade 24, c'est la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule actuellement au Caire. L'Algérie ira au mondial, je dirais oui, mais premièrement, est-ce que c'est un soulagement cette qualification, Abdeslam Ben Marsoula ? Oui, un grand soulagement. Comme ça, le handball algérien va rester en contact des grandes nations. Même, comme vous venez de le dire, il y a un mais dont on va parler longuement, j'espère, ce soir. Eh bien, justement, on va en parler, mais avant, on va revenir sur le parcours de notre équipe nationale. Ses retours sur le parcours des Verts du 7 national, signé Nouhal Belkhadem. 6 jours après la défaite contre la Guinée en phase de poule de la CAN de handball, le 7 national a pris sa revanche face au même adversaire de la plus belle des manières en s'imposant 27-26. Les Verts s'adjugent ainsi le ticket de qualification au mondial 2023 avec cette 5e place faisant d'une pierre deux coups un exploit compte tenu du contexte. C'est sans certitude, mais avec le poids d'une notoriété qui n'est plus ce qu'elle était. Septuple champions d'Afrique, les Algériens ont été bousculés et parfois battus par des sélections qui n'envisageaient jamais de titiller notre sélection par le passé. Éliminés dès les quarts de finale par l'Égypte, archi-favori pour le sacre final, les coéquipiers de Mesroud Berkous, dos au mur, ont su rebondir en gagnant 2 matchs de classement afin de sauver leur 24e participation au rendez-vous continental et décrocher une place au championnat du monde en 2023 pour une 16e présence au mondial où ils retrouveront dans la poule E l'Allemagne, la Serbie ou encore le Qatar. Nous sommes loin de la médaille de bronze de 2020 en Tunisie, mais vu les circonstances et la crise que traverse la discipline, on se contentera de cette qualification qui reste un exploit vu le passage à vide que connaît notre handball national. Cette qualification ne devra pas cacher les lacunes de nos dirigeants qui, eux, ne pourront pas être félicités, d'autant plus que rien ne peut nous laisser croire en une remise en question, une véritable prise de conscience, un vrai changement pour l'intérêt de la discipline, jadis fierté de tous les Algériens. On dira seulement objectif atteint, on a 6 mois pour se préparer. 6 mois pour se préparer pour le championnat du monde, mais dans le même temps, il y a une réforme à engager sur cette discipline, le handball. Mais avant de revenir sur la discipline, les changements, ce qui doit être fait, Abdeslam Ben Marsoula, ancien international, vous faites partie de cette génération dorée qu'a connue l'Algérie avec 5 sacres de suite, ouais. Ça il faut le rappeler. Je voudrais revenir sur cette participation, ce résultat, avant le début de la compétition, était connu de tout le monde. Tout le monde savait que ça allait être très très dur, et on l'a vu à travers différentes rencontres. Comment l'expliquer ? C'est dû aux les conditions n'étaient pas réunies pour aller à ce championnat d'Afrique ? Absolument. Cette équipe nationale a été relancée au mois de mars. Après 400 jours ? Après 400 jours de non-compétition. Ouais. Et est-ce qu'on peut préparer un championnat d'Afrique et des Jeux méditerranéens en 3 mois? C'est quasiment impossible. Je rajouterai à cela le fait que tous les joueurs, ou 80-85% des joueurs, sont des professionnels. L'entraîneur national n'a pu les récupérer qu'à partir du mois de juin. À partir de la fin de saison avec leur club. Tout à fait. Certains joueurs, à peine 10 jours. Abdi, Berkous, ceux qui jouaient en Europe. À peine 10 jours avant. Cette équipe nationale a joué 2 matchs de préparation contre l'Italie. Oui. C'est avant les Jeux méditerranéens. Juste avant les Jeux méditerranéens. Est-ce que vous pensez qu'on peut préparer une compétition comme les Jeux méditerranéens avec 2 matchs de préparation? Voilà le constat pour que les gens puissent savoir. Mais certains vous diront, justement, ça va nous permettre d'éclaircir les choses. Certains diront, oui, mais aux Jeux méditerranéens, les Grecs se sont présentés avec une équipe de U21, les Turcs avec une équipe de U18. Bon, c'était pas l'équipe A. Les Espagnols avec la 3e équipe, la Macédoine avec les U21, alors que nous, c'était l'équipe A. Qu'est-ce que vous répondez ?
Quand je réponds que c'est ces équipes européennes que même en présentant leur U21, ça reste des nations de niveau très très élevé. Elles sont devant nous. Elles sont devant nous, mais bien sûr qu'elles sont devant nous. Nous avons commencé à jouer les 2 premiers matchs qu'on a gagnés d'une manière plus ou moins correcte. Facile. Oui. Puis vint le match contre la Macédoine. On fait match nul. On fait match nul. C'était le Sur tournant. Un exploit de Rodman. C'était le tournant de ce tournoi. Pourquoi le tournant? Pourquoi le tournoi? Parce que si on avait gagné ce match, on est en demi-finale et on aurait tout réussi. Sur tous les plans. Ça aurait été un 3 sur 3. Même sur le plan psychologique, parce que les joueurs avaient besoin d'avoir cette confiance. Oui. Eh ben, moi, je dis que ce match a été le tournant vers le pire. Très bien. De cette équipe. Laissez-moi continuer, Amal, si vous permettez. En même temps, on perd le meilleur joueur de l'équipe nationale d'Algérie. On perd les bras, nos 2 bras. Nos 2 bras. Berko, c'est un petit. Et nous finissons le tournoi en perdant encore Haj Sadouk et Saker. De cette manière, on a liquidé l'ossature de l'équipe nationale. Une équipe affaiblie. Affaiblie, exactement. Très bien. Pour vous, est-ce qu'on a fait l'impasse sur le dernier match? Oui, je pense. Très bien. Pour vous, on a fait l'impasse sur le dernier match parce qu'il fallait déjà se projeter sur la Coupe d'Afrique des Nations. Absolument. La Guinée. Qui aurait dit qu'un jour, avec tout le respect qu'on doit à notre adversaire, tout le respect, la Guinée n'est pas un pays de hand. La Guinée est allée ramener tous les joueurs professionnels qu'ils ont en France. Tout comme le Congo. Tout le monde a compris maintenant. Et il y a eu le Cap-Vert également. Le Cap-Vert. Il y a eu des naturalisations. Absolument. Donc, quel que soit, c'est des joueurs qui savent jouer au handball. Et qui sont tombés sur une équipe algérienne qui était dans son plus mauvais... c'est le pire des tournois, je pense. Des tournois qu'on puisse avoir. Il y a eu le tournoi du Gabon. Oui. La plus mauvaise période, on va dire, du handball de cette équipe nationale. Alors, perdre 5 joueurs majeurs, jouer avec les remplaçants, et il faut qu'on se dise une vérité maintenant, c'est qu'on n'arrive plus en Algérie de former, les clubs n'arrivent pas à former des joueurs d'un certain niveau. Je reviendrai sur les clubs, mais il y a une question. Est-ce qu'il fallait qu'Alain Porte, s'il y avait eu Alain Porte, est-ce que la trajectoire aurait été différente? Je vous pose la question. Non, je vais être honnête. Vous l'avez lu, et je vais être en honnête. disant, mais... je vais être honnête. Oui. Si Alain Porte avait continué sur la lancée des championnats d'Afrique, championnats du monde, on aurait eu... Ça aurait été une autre trajectoire? Ça aurait été une autre trajectoire. Ah, très bien, ouais. Mais malheureusement, on a passé une année sans rien faire. À blanc. À blanc. Et c'est mortel pour une équipe nationale. C'est une année de transition négative pour le handball algérien. Mais pire que négative. Transition, je ne sais pas si on peut parler de transition. Il n'y a pas de transition. Je sais pas, parce qu'il n'y a pas de transition. Elle était blanche. Oui, c'était le néant, tout simplement. Oui, voilà. Pourquoi Deuxième question. Est-ce qu'on est en train de faire un mauvais procès à Gharbi? À mon avis, oui. Gharbi, c'est l'entraîneur national. L'entraîneur national, non. On ne peut pas demander à un entraîneur en 3 mois de jouer des jeux méditerranéens d'un certain niveau et que 3 jours après, aller jouer un championnat d'Afrique et être à son meilleur niveau. Surtout, après toutes les explications que je viens de donner, en ayant perdu 5 joueurs majeurs. Très bien. Je vais continuer avec vous pour tenter de comprendre ce qui nous a amené à cette situation. Est-ce que, selon vous, Abdeslam Ben Morsoula, il n'aurait pas fallu garder Gharbi lorsqu'il était entraîneur, au moment où on a organisé les championnats du monde à Alger Espoir? Parce que dans cette équipe, il n'y a pas moins de 5 à 6 joueurs issus de l'équipe nationale Espoir. Absolument. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu rester sur la continuité? Je l'avais dit en 2017. J'avais dit, après la performance de notre équipe nationale U21 au championnat du monde, où on est passé au 2e tour, où Gharbi avait réussi à former une très belle équipe. Il fallait tout de suite lui donner l'équipe nationale, même s'il n'avait pas l'expérience nécessaire. Mais on parle d'il y a 5 ans. Imaginez un peu, 5 ans après, avec la même équipe qui est passée au 2e tour, qui étaient tous jeunes, entre 19 et 20 ans, ce qu'on aurait pu gagner en mettant Alab Gharbi en 2017 à la tête de l'équipe nationale. En d'autres termes, juste rester sur la continuité et la stabilité. Tout simplement. C'est le fruit d'un travail accompli. Tout simplement. Alors maintenant, je vais revenir. Le résultat, disons, on l'a dit au tout début de l'émission, qualification au mondial. Mais
Parce qu'il y a un mais. Est-ce que c'est pas l'arbre qui va encore cacher la forêt? Absolument. On va se gargariser, dire ça y est, on est qualifié au mondial, on oublie tout. Absolument d'accord avec vous. Absolument d'accord avec vous. On est là-bas. C'est vrai qu'on a 6 mois pour travailler. C'est vrai que Al Arabi va récupérer. Quand je regarde le groupe, Ouais. qu'est-ce qu'on va faire? La Serbie, c'est un groupe relevé. Il y a L'Allemagne et le Qatar. L'Allemagne et le Qatar. Mais on aura une équipe. C'est bien de donner de la compétition, mais dans le même temps, pour quel objectif? C'est la grande question du handball algérien. Voilà. Si on devait véritablement se poser la question, c'est la véritable question. C'est vrai qu'il y a une équipe nationale qui est en train de cheminer. Nous n'avons plus, et en regardant l'équipe égyptienne, on se demande on doit se dire qu'ils ont pris 20 ans d'avance. C'est l'avance qu'on avait, nous, dans les années 80. 1989, Sal Harsha, Algérie-Égypte en finale. Vous étiez dans cette équipe. Ouais. On a battu l'Égypte ce jour-là. Difficilement. Un but. C'était les prémices déjà. Prémisse d'un revirement, Ouais, de la cartographie du handball. d'une prise de conscience des Égyptiens Les Égyptiens, qui ont ramené un Allemand à l'époque. Très bien. Ouais. Et qui ont commencé à travailler. vous avez de grands clubs aujourd'hui en Égypte. Nous avions de grands clubs. C'est-à-dire, je ne veux pas aller sur le constat, on avait. Ouais. Aujourd'hui, je veux dire, c'est que l'Égypte est 6e mondial. Nous, pire, Non, pas 6e, 4e mondial. Quatrième Ils ont mondial. joué Merci de me corriger. Demi-finale de Ils championnat ont du joué une monde. demi-finale. Merci de me corriger. Tout à fait. 4e En mondial. perdant contre le Danemark, un match qu'ils n'auraient jamais dû me perdre. Ils l'ont perdu. Un but. Sur une Exactement. faute technique du gardien. Et sur les dernières secondes. Sur les dernières Merci secondes. de corriger concernant le Ils étaient classement de l'Égypte. finalistes. Ils auraient dû jouer la finale de championnat. Très bien. Dans le même temps, nous, on a reculé. Est-ce que je peux dire encore une chose? Oui, allez-y. En 2001, ils ont été champions du monde U21 chez Très eux. bien, chez eux. Je m'en souviens très bien. Voilà, tout simplement. Voilà les gens qui Le travaillent. constat est là. Le constat est là, tout simplement. Des joueurs, des équipes, ce que nous avions dans les Des années 80. moyens. Et les moyens. Ce que nous avions dans les années 80. Exactement. Je le dis toujours, le handball est le deuxième sport collectif, la deuxième discipline dans les sports après le foot. Elle est inscrite dans l'ADN des Algériens. Absolument. C'est un sport où on a toujours brillé sur le continent. Je me souviens également de votre génération, la génération précédente, vous sortiez dans les rues d'Alger, les jeunes s'identifiaient À nous. à vous. On ne pouvait pas ou faire également, deux pas sans être à la réalité, je parce vais que le les gens nous citer, reconnaissaient. à Amar Allah yarhamou, à Lamjadani, qui a été un des... Benjmil, Hamish, très bien. Azem. Aujourd'hui, on sort, vous posez aux jeunes la question, qu'ils ne connaissent plus les joueurs. Peut-être Belkous. Voilà. Ou Abdi qui va Abdi arriver. est maintenant qui est en train d'émerger. Ayoub, oui. Ayoub. Alors, aujourd'hui, quand on a un championnat avec 25 clubs, est-ce qu'on peut aller performer avec l'équipe nationale? C'est impossible. C'est impossible. Tant que nous ne reviendrons pas à 12 clubs, voire Maximum, moins, hein. maximum, voire moins, je dis moi, pour pouvoir concentrer le maximum de joueurs, de qualité de joueurs, De l'élite. au niveau de ces clubs, on ne s'en sortira jamais. Je vais aller encore plus loin. Moi, je suis en place depuis 3 mois et on est en train de nous faire tout un, comment dirais-je, nous accabler sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas lire les réseaux sociaux. Oui, absolument, je vous conseille. Je ne réponds pas. Mais non, moi j'ai arrêté avec mon staff une stratégie. Je me suis dit, il y a les équipes nationales. On a relancé toutes les équipes nationales. Elles ont, la dernière équipe nationale, les U21, U19, les U18 qui sont qualifiés au championnat du monde, qui partent bientôt à la fin du mois, ils partent au championnat du monde. Les U18 qui ont gagné, elles sont montées sur le podium des championnats d'Afrique, elles sont qualifiées au championnat du monde, au Macédoine du Nord. Tout ce monde a au moins minimum fait 4-5 stages, ce qui n'est pas arrivé depuis peut-être 10 ans, que toutes les équipes nationales sont en place et en stage. Mais la chose la plus importante, à mon sens, qu'on vient de réaliser, c'est de mettre en place les sélections régionales au niveau des jeunes catégories. Quand vous dites les sélections, parce que la cartographie du handball, les sélections régionales, ça touche l'ensemble du pays? Tout l'ensemble du pays. Il y a 7 régions. Ouest, le Sud. Le Sud. Je vais vous expliquer. Il y a 2 régions à Alger, Blida, Alger. 2 régions à l'Ouest, Saïda, Oran. 2 régions à Constantine, Batna, Constantine. Ouerglabchar. Et Ouerglab. Alors, dans ce sens, moi j'aurais une question, parce qu'elle est très importante. Je vais vous dire pourquoi. À ce jour, on ne connaît pas la date de reprise du championnat, ni les relégués, car la majorité des clubs ont refusé de jouer les play-downs. Pourquoi ils ont refusé? Ah, c'est à vous de nous le dire. Ouais, je vais vous dire. Ben voilà. Le jour où le ministre a annoncé l'élection, Oui. au début du mois de mai,
Ils ont refusé de jouer parce qu'ils avaient peur de descendre. Et c'est le seul souci de tous les clubs. Leur seul souci, c'est de ne pas descendre ou de monter. Ils ne pensent, à aucun moment, ils ne pensent à former, ils ne pensent à travailler. C'est inouï. Et quand on arrive à jouer avec 25, voilà le résultat. Laissez-moi revenir vers les sélections. Nous avons mis en place les sélections régionales. Oui. C'est 7 régions, donc 7 équipes nationales en U16. Les filles, les 16, c'est les filles, c'est les minimes. U17 en garçon, U14, U16. Et on s'est dit, nous allons reprendre le travail au niveau de la base et se donner... Vous avez organisé des plateaux. Oui, des plateaux, des sélections Au régionales. niveau des jeunes catégories. Et nous allons les laisser travailler au niveau des régions. Oui. Pourquoi? Parce que chaque région, il y aura une équipe de 20 joueurs. Donc sur cette région, c'est 140 Oui. athlètes qui vont travailler à cet âge-là. Il faut qu'ils aient le maximum de stages, maximum d'heures de travail pour qu'ils puissent progresser. Et on s'est dit, comment fait l'Égyptien? On s'est dit, on va essayer pour eux, il faut réfléchir et dire sur le moyen terme, 6-8 ans. Il y a des gens qui nous ont ri au nez. Alors que nous savons pertinemment qu'avec ce que nous avons maintenant au niveau des seniors, nous n'arriverons jamais, plus jamais, peut-être à être champion d'Afrique. Très bien. Vous me parlez de ces plateaux que vous avez mis en place, des sélections. Ces sélections, vous comptez les mettre en stage permanent, les laisser en club, les récupérer? Quelle est Voilà, l'idée directrice? La stratégie. En discutant avec le représentant, le directeur au niveau du ministère des jeunes talents, il m'annonce qu'il va y avoir l'ouverture de lycées sportifs à Oran, au sud et à Constantine, plus Pour cette année? à partir de septembre. Très bien. Plus, il y a Pour la rentrée scolaire. Pour la rentrée scolaire de septembre. Tout à fait. Plus, il y a les deux lycées Alger. sportifs, Blida et Alger. Oui. Ça serait magnifique que ces sélections, on les mette au niveau de ces lycées. Et ils seront en stage permanent, l'équipe nationale d'Algérie au niveau des jeunes catégories, pas une équipe nationale, les 7 équipes. Les sélections. Les 7 sélections seront en stage permanent pendant toute l'année. C'est extraordinaire. C'est comme un Et internat. nous leur permettrons, à la fin de la semaine, De rejoindre leur de club. rejoindre le club pour pouvoir faire 1 ou 2 entraînements par semaine et jouer. Ça serait la meilleure chose qui puisse arriver au handball algérien. Deuxième chose, le grand problème, on a dit, nous n'arrivons plus à former. Pourquoi nous n'arrivons plus à former? Il n'y a pas qu'un problème de club, il y a un problème de niveau des entraîneurs. Le deuxième axe important sur lequel nous devons formation travailler, des techniciens. c'est la formation des techniciens. entraîneurs. Et surtout au niveau des jeunes catégories. Mais Parce que malheureusement, Pour rappel, la formation des entraîneurs a été arrêtée en 2017-2016. Absolument. 2016-2017. Absolument. Et n'a plus repris Repris. depuis ce jour. Justement. Oui, et donc, c'est ce qu'il faut relancer, c'est impératif. Parce que sans ça aussi, nous n'arriverons pas à former des joueurs d'un certain niveau. Tout est lié. Tout est lié. Club, entraîneur, équipe nationale, tout doit marcher en même temps. Et c'est ce que nous essayons de faire en toute modestie. J'espère qu'on nous laissera travailler. Très bien. Vous vous inscrivez sur la durée? Vous savez, moi, je me suis donné, pour être honnête, je me suis donné une année pour mettre en place une véritable DTN, Restructuration. restructurer, et donner l'exemple pour dire la cheville ouvrière d'une fédération, ce qu'on a négligé depuis 15 ans, c'est la DTN. La DTN, à un moment donné, il n'y avait même pas de DTN. Il n'y avait même pas de DTN. D'accord, très bien. Ça, je m'en On souviens très se bien. passait de DTN. Très bien. Bon, ça, je m'en souviens très bien. Vous dites aujourd'hui, voilà notre stratégie, voilà ce qu'on veut faire et où nous voulons aller pour pouvoir combler le fossé qui nous sépare aujourd'hui Et ça prendra du de temps. la référence Faut être qui est patient. l'Égypte et à un degré moindre, la Tunisie. Et maintenant, tous les Merci. autres clubs. On voit Tous le les Cap équipes Vert, nationales. c'est historique, au moment où l'on parle, le Cap Vert est en finale. en finale. Bon, mais ils n'ont Qui pas se la même fait stratégie. atomiser par l'Égypte. Oui, bon, ça c'est sûr. Très bien. Et le Maroc qui a remporté son match face à la Tunisie. Tunisie. Mohamed. Face à la Tunisie. Ça, c'est une Ça, performance. 28-24. Ça, c'est une Ça, c'est performance. une grosse performance. C'est une C'est la grosse première fois dans surprise. l'histoire du handball africain que le Maroc Bat la Tunisie. la Tunisie. Tout à fait. Très bien. Et vous le dites de cette manière, vous expliquez. Mais dans le même temps, je rappelle que c'est un directoire qui dirige la fédération. Est-ce qu'il va y avoir des élections? Bien À un sûr. moment donné, il y aura Tôt ou des tard. élections. Tôt ou tard. On dit demain, après-demain, il y aura des élections. Est-ce qu'avec un nouveau bureau, un nouveau président, vous êtes sûr de rester au niveau de cette direction technique nationale? Non, pas forcément. Très bien. Vous n'êtes pas forcément. Pas forcément. Moi, ce que j'espère, Amal,
c'est que les gens aillent dans ce sens avec n'importe Très quel bien. Donc, DTN. Vous déblayez le terrain. Oui, absolument, tout simplement. Très bien. L'essentiel, c'est qu'on mette en place une véritable DTN qui Est-ce que, je céderai la parole à Sid Ahmed, est-ce que vous discutez avec les acteurs du handball, les membres de l'Assemblée générale, 25 clubs, est-ce vous pensez que les membres de l'AG ou les présidents de clubs seraient d'accord pour dire, bon allez, stop, basta, on ne peut pas continuer comme ça, on va revenir avec un nouveau système ou une nouvelle formule de compétition qui nous mènerait vers un championnat, comme vous l'avez dit, au maximum 12 clubs. 12. Est-ce que vous pensez que cette idée peut passer dans l'Assemblée générale? Dans l'Assemblée générale actuelle, impossible. Voilà. C'est pour cela qu'on a déjà fait 15 ans que nous parlons d'une réforme des statuts de la composante de l'équipe, la composante de toutes les fédérations. Parce que ce n'est pas propre au handball. Oui. Toutes les fédérations souffrent de ça. Nous n'avons plus de compétences au niveau des assemblées générales. Il n'y a plus de techniciens. Il n'y a plus de techniciens. Il n'y a plus de joueurs. Un Olympien n'a pas le droit d'être au niveau de l'Assemblée générale. N'a pas droit à la parole. Benjamin ne peut pas être là-bas. Doubala ne peut pas être là-bas. Azem ne peut pas être membre. Akab ne peut pas être. Les entraîneurs nationaux. Il y a des entraîneurs. Je prendrai le cas de Zguili. Zguili est champion d'Afrique. 2014. Zguili ne peut pas être membre de l'Assemblée générale. Est-ce que c'est normal? Donc, c'est un appel. Vous êtes obligé d'être. Attendez. Vous êtes obligé d'être structuré. C'est pas tout le monde qui peut être à l'Assemblée générale. Oui, bien sûr, il y a des critères. Il y a des critères. Et ça, c'est au ministère de mettre en place ces critères. Moi, je fais un appel au ministère et à la direction des sports. Et est-ce que la Fédération internationale serait d'accord? Oui. Je pose la question parce qu'aujourd'hui, on vous dit... Oui, mais ça n'a rien à voir. On a eu une discussion avec l'Espagnol quand il était venu en 2013. Une discussion très franche. La fédération doit respecter les grands principes. Mais quand il s'agit de l'organisation interne de la fédération, l'IHF n'a rien à voir. Et on a changé plusieurs fois les statuts depuis les 20 dernières années. Oui. On a changé les statuts. Les entraîneurs nationaux étaient à l'intérieur. Les anciens joueurs étaient à l'intérieur. Oui. Il y avait ce que tu te rappelles, Mahamar, les fameux 30% du ministère. Les désignés. Les désignés du ministère. Ce qu'on appelait le tiers bloquant. On l'appelait comme ça, on le qualifiait de tiers bloquant. Il existait. C'est M. Tahmi qui l'a évacué. Très mauvaise idée, d'ailleurs. Très bien. Donc vous dites. Donc il faut revenir vers ça. Il faut revenir vers une composante de l'Assemblée générale où la représentativité doit être partagée entre tous les acteurs du handball algérien. Quand je dis il faut une réforme du handball, c'est ça la réforme? Oui. C'est ce que vous appelez de toutes vos forces, absolument, avec toute votre énergie? Absolument. Sans aucune chose personnelle. C'est-à-dire parce que sinon on peut rester sur un championnat, on se rencontre tous les week-ends, on joue et... Absolument, et ça va durer encore 20 ans. Et le niveau ne fera que regresser. Que regresser. Aujourd'hui, on a pu battre la Guinée. La prochaine fois, on ne battra pas la Guinée. Mais justement, moi, je voulais juste poser une question par rapport à ça. Si on parle d'aspect purement sportif, sur le plan sportif, la qualification est héroïque. Parce que si on doit aujourd'hui dire un seul héros, c'est l'athlète. En dépit de tout ce qui a été fait en interne, par les dirigeants. Athlète, staff, tout ça. Quand je parle d'athlète, c'est l'entraîneur, les joueurs. Le staff et les joueurs. Exactement. Absolument. Donc aujourd'hui, est-ce que, comme l'a dit Mahamar, il y a une réelle remise en question de ces dirigeants et de se dire qu'on est qualifié au mondial, mais comme l'a si bien dit Mahamar tout à l'heure, c'est peut-être encore une fois l'arbre qui cachera la forêt. Ouais. Parce que pour moi, le mal est vraiment profond. Je suis persuadé. C'est l'arbre qui va cacher encore la forêt. Parce que moi, je me souviens, en 2014, on gagne le titre continental à la Salle Hacha. Et là, on pensait. Il y a toute une dynamique qui avait été décidée. On s'est dit, ça y est, allez, on va revenir avec le championnat du monde qui arrivait au Qatar, si je me souviens bien. Oui, absolument. Et donc, juste après, on s'est dit, ça y est, on va repartir. Il y avait M. Saïd Bouhamala qui était président de la fédération en disant, ça y est. Il faut donner de la compétition, il faut organiser un grand tournoi, il faut participer au grand tournoi. Je me rappelle que l'Algérie participait au tournoi qui a été organisé à Bercy. À Bercy, en France. On était invités à Bercy, on était invités partout. Mais attendez, dites-moi combien de fois l'équipe nationale, on a vu le 7 national à Alger? Si ce n'est un championnat d'Afrique, sinon on ne les voit jamais. Jamais. Très bien. Jamais. Est-ce que selon vous, il ne faudrait pas relancer justement les tournois à Alger, à l'étranger, et donner de la compétition? Absolument. Mais le grand problème, c'est qu'on était absents. Avec nos résultats, les nations européennes ne nous invitaient pas.
l'équipe nationale des années 80 faisait facilement 7 à 8 tournois en Europe. On était invités partout, en Italie, en Suisse, en France, en Espagne. On jouait le plus prestigieux tournoi au monde, le tournoi d'Espagne, le trophée d'Espagne, où étaient réunies les meilleures équipes, la meilleure équipe africaine, la meilleure équipe européenne. Et si je ne dis pas de bêtises, c'était le roi qui avait instauré ce tournoi-là. Exactement, c'était le tournoi du roi. Non, exactement. Le roi del Rey, trophée del Rey. Très bien. Aujourd'hui, relancer ces tournois, c'est une nécessité. C'est ce qu'on espère, surtout avec les infrastructures qu'on a eues à Oran. Magnifique. La salle est belle. Ah, la salle, le terrain de football, le complexe, tout le complexe. complexe. Quelque chose de magnifique. Les équipes nationales. Quand on sait que le handball se meurt à Oran. Ah oui. Alors que si avec tout ce qu'ils ont eu comme infrastructure, le handball ne se réveille pas, ne décolle pas, ça serait criminel. Dans le même temps, l'État, à travers ses démembrements, finance le sport. Oui. Le football est budgétivore, ça on le sait. Mais est-ce que vous ne vous dites pas un peu, on est le parent pauvre aujourd'hui du sport national? Absolument. Avec 5% du budget qu'on donne au football, en 10 ans, on est champion d'Afrique et on est peut-être dans le Gotha mondial du handball. En 10 ans, en 8-10 ans, mais avec 5% du budget qu'on donne au football. Très bien. Donc pour vous, c'est une question de moyens. Pas que. Mais il faut que la réforme soit faite. Voilà, mais c'est ce que absolument. je veux dire. Et on se retourne à chaque fois vers le nerf de la guerre qui est l'argent. Absolument. Parce que moi, je vous écoutais quand vous dites les entraîneurs. Oui, c'est vrai, en matière de formation, il y a un gros déficit. Grand déficit. Mais dans le même temps, énorme. quand je regarde nos entraîneurs, je ne vais pas tous les citer, certains étaient vos coéquipiers, mais tous, la majorité... Non, mais attendez, moi, je ne parle pas que des entraîneurs de l'équipe senior. Non, je parle de formation. J'ai bien dit. Parce qu'avant qu'ils n'arrivent au niveau de ces entraîneurs, la base. Oui, c'est ce que je dis. Quand l'athlète arrive en ayant sur le plan technique aucun niveau, qu'est-ce que vous voulez que ces entraîneurs puissent faire? Non, il récupère, il va récupérer. Mais dans le même temps, quand on regarde la qualité de nos techniciens, la majorité se trouve dans les pays du Golfe. Oui, ça, beaucoup. Il faut le rappeler. Beaucoup. Sinon, certains étaient au Maghreb. Beaucoup. Et beaucoup en France, même beaucoup en France. Beaucoup en France. Oui, beaucoup en France. Ouais. Et je reviendrai juste, c'est pas pour jouer au nostalgique, mais je me rappelle que l'Algérie, à l'attaquer, si mes souvenirs sont bons, l'Algérie battait la France. La France en finale. Et après, en finale, en demi-finale. Des Jeux méditerranéens. Ouais. La suite, on la connaît. La France prend une autre trajectoire, et nous, on prend une autre trajectoire en matière de hand. La France est devenue aujourd'hui la référence. Les experts. Ils ont tout connu. Comme on les appelait. On les appelait les experts. Mais le débat n'est pas là. C'est pour dire chez nous, indépendamment, le potentiel est là. Oui. Il suffit de le prendre en charge. Exactement. Des salles sont là. Oui. Wagnouni n'a pas disparu. Harsha n'a pas disparu. Non, il y a maintenant beaucoup plus de salles. Il y a plus de salles. Oui. Les lycées, l'enseignement a un rôle, quand je dis l'enseignement, l'éducation nationale en matière de sport a un rôle, l'université. Parce que c'est des... Vous avez joué très bien sûr. Au niveau de votre lycée, au niveau de j'ai joué même au niveau universitaire. Voilà. On a joué. Voilà. Donc c'est pour dire également, il y a disons-le, à travers l'éducation nationale, l'enseignement supérieur également, pour la relance de ces disciplines. On devrait aussi, on devrait s'appuyer sur l'éducation nationale pour pouvoir éventuellement... Mais je pense qu'il y a des exemples, même de par le passé, parce que ce soit en handball ou en football ou dans d'autres disciplines, il y avait le sport universitaire, il y avait les sélections universitaires, on s'appuyait sur ces exemples-là pour pouvoir mettre en avant pour dégager la certains discipline. Voilà. Il y avait de la prospection, qui se faisait. Absolument. Très bien. Et des clubs forts surtout. Pour vous, le professionnalisme est envisageable pour le handball? Un semi-professionnalisme, ce serait magnifique. Pourquoi? Parce que les clubs auraient besoin encore de l'appui de l'État sur le plan financier. On a besoin au moins d'une transition de 10 ans. C'est pour ça que je parle de semi-professionnalisme, pour qu'on puisse profiter des moyens de l'État. Mais on a besoin de cette transition de 10 ans. Et ça serait éventuellement, pour le handball, une urgence qu'on passe vers un semi-professionnalisme. Dans le même temps, est-ce que vous ne pensez pas que vous ne bénéficiez pas aujourd'hui, mais ça c'est la faute des responsables de la discipline, d'une grande exposition médiatique, à l'exception des matchs d'équipe nationale? Mais le championnat n'a pas l'exposition médiatique. Non, du tout. C'est vrai qu'avec 25 équipes... Absolument, ça n'arrange pas les choses. Personne. Oui, absolument.
Mais il faudrait qu'aussi qu'à ce niveau-là, la fédération puisse faire l'effort d'aller vers les médias, d'essayer de les attirer. Pas que la fédération, moi je voudrais juste vous poser une question. Est-ce que vous ne pensez pas que les clubs, c'est même des clubs, qui mettent un peu la lumière sur les autres sports que le football? Je pense notamment à quand il y avait le GSP, aujourd'hui Mouloudia. Il y a d'autres clubs qui devraient... Ben Morsoula est issu de l'ex-DNC, qui était un club multisport. Bon, aujourd'hui, il n'existe plus. Voilà, malheureusement. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est au club aussi d'aller vers les médias, essayer de mettre en lumière ces disciplines-là? C'est tout un effort qu'il faut, c'est tout un effort, un ensemble d'efforts qu'il faut faire pour qu'on puisse réussir. On a essayé quand j'étais au niveau d'Elbiage, on a essayé d'intéresser, mais c'est difficile. C'est difficile parce qu'il n'y a pas de rentabilité en retour. Faire passer un match de handball, Albiage, quelle rentabilité a la chaîne par rapport à ça? Sauf si on décide, par exemple, de jouer 2 ou 3 matchs à la Salah Halcha, où on est sûr qu'il y ait du monde, spectacle. Et là, éventuellement, tout un spectacle. Voilà, que ça soit attractif pour le téléspectateur et les spectateurs aussi. Ouais. Très bien, donc vous dites aller vers un semi-professionnalisme, impliquer les clubs, avoir de l'argent. À travers ce championnat d'Afrique, vous avez rencontré sûrement les acteurs du handball. Qu'est-ce qu'ils disent? Alors tout le monde dans son coin dit il faut, mais quand ils se rencontrent ensemble, le problème est là. Le problème, c'est moi, je fais encore un appel à tous les acteurs, du handball algérien, pour essayer d'aller dans le même sens. Maintenant, quelle est la personne, quel est l'ensemble de personnes qui pourraient être à la manœuvre par rapport à ça, pour essayer de rassembler? Parce qu'il y a une disparité, il y a pire que ça. On est arrivé au handball à une animosité entre les dirigeants. Et ça, c'est mortel. Ça tue la discipline. C'est mortel. Très bien, vous appelez à l'union de la famille du handball, à une réforme, à engager dès maintenant. Vous avez commencé, vous vous dites voilà notre stratégie. Bon, maintenant, reste à savoir si elle pourrait être mise en place. Mais on va y revenir dans quelques instants parce qu'également cette semaine a été marquée par la visite à Alger du président de la Confédération africaine de football, le Sud-Africain Motsepe, qui était à Alger, qui était reçu par le président de la République, mais qui a été également reçu par le nouveau président de la Fédération algérienne de football, Monsieur Zefzef. Venu à Alger, visite d'inspection également, premier contact avec les dirigeants algériens, les dirigeants du football. Alors, sur cette visite, que retenir, Sidamt? Je pense que déjà, le fait qu'il puisse parler comme il l'a fait, il n'a cessé de tarir d'éloges, que ce soit sur le nouveau président de fédération ou sur Vous ne pouvez pas dire autre chose, de toute façon. Oui, mais c'est une visite de courtoisie, beaucoup plus. Et aussi, c'est une visite de travail pour voir où on est l'Algérie sur la préparation du CHAN en 2023. Donc je pense que le fait qu'il soit accueilli et reçu par le président de la République montre à quel point c'est une visite officielle et importante pour l'Algérie. Il a aussi souligné le fait que le président de la fédération, du nouveau président de fédération, qu'il avait un rôle important en disant que l'Algérie était l'une des meilleures équipes africaines et qu'il soit dommage que l'Algérie ne participe pas au mondial, même si pour lui, il est supporter de toutes les nations africaines. Et en dehors de ça, au-delà de tout ça, il y a eu aussi l'apport du président de la République pour tout ce qui concerne le sport national et le football en particulier. Très bien, il l'a dit, je vais engager une réforme concernant l'arbitrage, mais ça... Oui, ça c'est... Bon, mais ça c'est juste pour faire plaisir aux Algériens. C'est passé de la pommade. Parce que moi, quand on me dit, je vais faire une réforme concernant l'arbitrage, quelle réforme? On ne peut plus rien faire. Il n'y a que l'International Board qui peut toucher. Sinon, pour le reste, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut rien faire. C'est juste pour faire plaisir aux Algériens. Ça, c'est pour passer un peu de pommade. Mais bon, on attendra. Ce qui est sûr, c'est que le championnat... D'ailleurs, on a un clip de Motsepe. On va voir les images de Motsepe à Alger durant cette visite. Il a visité les installations. I'm here to give support to football in this great country. Algeria is one of the best football nations in Africa. Algeria has made the people of Algeria proud in football, but they've also made the people of Africa proud. So tomorrow we'll be meeting with the president, the head of state. Voilà, donc ça c'était sa déclaration. Diplomatique. C'est la première fois qu'il vient en Algérie. Qu'il apporte son soutien pour juste traduire à nos téléspectateurs.
il apporte son soutien au football algérien et que l'Algérie possédait l'une des meilleures équipes sur le continent, qui a rendu fiers ses supporters et pas que les supporters algériens, tous les Africains. Donc c'est un peu diplomatique, Non, c'est très bien. caressé dans le sens nous du annonce poil. qu'on sera à la prochaine Coupe du Monde. Pas au Exactement. Qatar, hein, celle qui viendra après. En 2026. Parce que, rappelons que le nombre d'équipes va augmenter. Absolument. On sera tuera 10. Ça sera plus facile. 9 et demi. 9 et Voilà. demi. Voilà. C'est juste pour rappeler. Mais on aura le temps, ça, d'y revenir concernant le prochain mondial. Alors, vous, le handball, justement, ça nous permet de faire la transition. Vous, le handball, la Fédération internationale, IHF, a dit stop Veto, ouais. à l'élection du futur président. Où est-ce que vous en êtes? Nous attendons toujours. Il y a eu des statuts que la Fédération internationale a demandé à la Fédération algérienne de modifier. Les statuts sont partis. Il y a eu un retour. Quelques points encore à revoir. Mais à partir de là... Mais que reproche exactement la Fédération internationale? Non, c'est juste... au niveau des statuts, il y a des choses qui n'ont pas été respectées depuis 3-4 ans. Ils ont demandé à la Fédération de modifier ces statuts. Ça a été fait. C'est Boamala qui a été derrière ces statuts. Il a relevé. On les a envoyés. La réponse est revenue avec quelques remarques. Donc, à ce niveau-là, au niveau des statuts, il n'y a plus de problème. Reste de déterminer la date de l'Assemblée générale. Maintenant, il y a un problème, il y a un quiproquo. C'est-à-dire Il y a l'ancien président, Monsieur Laban, qui est suspendu provisoirement. Rappelons. Donc, il faudrait que son affaire aille au bout pour qu'on puisse... Est-ce que justement ça ne bloque pas actuellement cette élection? Mais moi, je l'ai toujours dit, quand le ministre a mis en place le directoire, j'ai dit... Présidé par Monsieur Benjamin. J'ai dit, laissez-le travailler jusqu'à la conclusion de l'affaire de l'enquête. Tout simplement. Oui. C'est impossible. Imaginez que demain, ce gars-là n'est plus... Oui, il est présumé innocent jusqu'à nouvel ordre. Et s'il sort innocent, eh ben, il va revendiquer son poste. Donc pourquoi se précipiter à faire une élection, à mettre en place un président, alors que nous connaissons Donc, pour le moment, la situation, il y a blocage. Et blocage. D'accord, il y a de la crispation. Il y a la crispation. Très bien. Est-ce que ça perturbe le fonctionnement de la Mais bien fédération? sûr que ça perturbe, parce que nous ne savons plus sur quel pied danser. Absolument. Benjamil est partant, parce que son mandat s'est terminé le 5 juillet. Mais comment fonctionne la fédération? Eh ben, il y a un grand problème. Moi, aujourd'hui, j'ai déposé, on a déposé au niveau du ministère le dossier de sortie des U18 pour la fin du mois. Il faudrait que Benjamil, je l'ai appelé tout à l'heure, juste avant de rentrer chez vous, je lui ai dit, voilà, il faudrait que tu viennes signer, il est au niveau du ministère, il faut qu'il vienne signer ce document pour que l'équipe nationale puisse aller. À partir de là, bah, tu annonces éventuellement ta démission pour que le ministère puisse prendre ses responsabilités. Très bien. Dans cet imbroglio... Est-ce qu'il y a lieu de démissionner dans ce cas? Non, pas démissionner. Non, c'est pas une démission, c'est sa fin de mandat. Voilà, c'est pas une démission, c'est une fin de mandat. Fin de mandat, c'est tout. Très bien. Mais nous sommes dans une période de vide qu'il faut régler. C'est un creux juridique. Qu'il faut régler parce que les équipes nationales ça ne peut pas attendre. ne peuvent pas attendre. Alors, dans le même temps, dans une situation où il y a ce vide, donc en termes de direction, parce que c'est un directoire, il y a un championnat, parce que ça va passer très vite, l'été va passer très vite. Absolument. Le championnat n'est pas terminé, on ne sait pas qui a des gens qui vont monter. On ne sait pas comment ça va se passer. Comment ça va se passer. Absolument. Il y a de l'inquiétude à avoir. Bien sûr, beaucoup d'inquiétude. Parce qu'il faut... Vous êtes un peu dans l'inconnu. Dans l'expectative. On ne sait vraiment pas quoi faire. Vous êtes en stand-by. Stand-by. On attend. On attend qui? Le Messie, peut-être. Et avec les pouvoirs publics, le ministère de la Jeunesse. C'est ça. Maintenant, c'est au ministère. Est-ce qu'il y a eu échange avec le ministère pour dire, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons posé le problème. Moi, j'ai eu une discussion avec le directeur des sports il y a à peine 3 jours pour que le ministère agisse par rapport à ça. Il faut que le ministère trouve une solution pour qu'on puisse avancer éventuellement. Parce qu'il faut décider comment jouer les championnats l'année prochaine. Parce que le championnat ne s'est pas terminé. Le championnat est terminé pour le champion. Mais pour la descente... Oui, les clubs qui refusent de jouer les play-down, ça va être compliqué. Je vous ai dit pourquoi ils nous ont... Là, de 25, on risque de passer à 40. D'accord, on va se retrouver à 33, oui. À cette allure. Oui, et c'est vraiment le... C'est-à-dire, c'est le pire scénario. C'est le pire scénario qui est en train qui va arriver. Très bien, vous êtes dans l'expectative, vous dites, on est un peu dans l'inconnu. Or, en football, non. En football, il y a eu une conférence de presse présidée par le président de la Ligue professionnelle, M. Madouar, qui a décalé le championnat. Il a été décidé de décaler d'1 semaine.
Donc il débutera le 26 août, 26 août, le championnat de Ligue 1. L'Algérie n'ira pas au mondial, donc le championnat ne sera pas perturbé. Il y a assez de temps. La Coupe d'Afrique des Nations est décalée, donc il n'y a vraiment pas de problème au niveau international. Mais, quand je dis mais la période des transferts, dans le même temps, pardon, c'est pas un mais, dans le même temps, on est en pleine période des transferts. Et nous avons avec nous Walid Bouchnafa, qui lui est un spécialiste en la matière, puisqu'il est manager. Il va nous donner les tendances du marché. Walid Bouchnafa, bonsoir. Bonsoir Mamar, bonsoir à nos amis invités, bonsoir Sita Khadis, bonsoir à nos amis téléspectateurs. Merci, après avoir salué tout le monde, on va aller dans le vif du sujet, droit au but. Quelles sont les tendances? Est-ce que c'est un marché dynamique que nous avons sur ce mercato? On va dire que le marché est très très calme, on voit que les grands clubs algériens, en l'occurrence le Mouloudia, le CRB, et l'USMA d'Alger à degré moindre s'active sur le marché. C'est un marché purement local, algéro-algérien, à part 1 ou 2 joueurs venus de l'étranger. C'est un marché en stand-by parce que la plupart des clubs de Ligue 1 ils sont pas encore en état de débuter. Et je pense que ce marché-là, ça sera purement un marché algéro-algérien parce que le mercato il est décalé, les championnats, on va dire maghrébins, il y a certains qui. J'allais vous poser la question. Vous me dites c'est un marché calme, mais dans le même temps, je vois un retour des Algériens qui jouaient en Tunisie. La Wafi qui a signé aujourd'hui par exemple au CRB. Il y a d'autres joueurs qui sont rentrés avant. On voit qu'il y a un retour des internationaux. Oui, bien sûr, c'est purement par rapport à la crise économique qui a touché la Tunisie. On sait que la Tunisie, c'est un pays où la plupart, on va dire, des rentrées des clubs, c'est par rapport à du sponsoring issu du tourisme. La crise Covid, elle a peiné les clubs tunisiens. Les clubs tunisiens carburent pas en Coupe d'Afrique. Et ce fait-là que les clubs, ils sont à la peine économiquement et cela a eu un impact sur le football. Alors, c'est pour ça que beaucoup de joueurs algériens, soit ils ont résilié leur contrat à l'image de Chetty avec l'Espérance de Tunis, soit certains qui ont... Chetty qu'on annonce du côté d'Angers. Oui, ça a été annoncé au côté d'Angers, même au côté de Ajaccio. Non, je vous confirme. Ça, je vous le dis, j'ai eu le président d'Angers qui m'a confirmé. Oui, il est à Angers, le club d'Angers ne l'a pas encore présenté. Je pense que c'est un dossier purement juridique que eux, ils attendent l'accord de la FIFA et le CIT pour faire signer le joueur. Mais en étant rentré sur le marché français, le joueur en lui-même, il a confirmé qu'il avait 2 contacts, Angers prioritaire et deuxième, l'AS Ajaccio qui viennent de remonter en Ligue 1 française. Très bien, donc on dit que les joueurs de ceux qui étaient en Tunisie rentrent en Algérie. On a vu également des joueurs qui évoluent en France ou dans les pays du Golfe. Pris, par exemple, c'est le cas du CRB qui a fait appel à Idriss Saadi. Il y a également l'arrivée d'un entraîneur égyptien, c'est une première dans le championnat. Et également, je retiens cette particularité quand je regarde, il n'y a plus d'entraîneurs locaux au niveau de la Ligue 1, quasiment plus. La plupart des entraîneurs, ils ont... Allô ? Oui, on vous écoute. Oui, on va dire que les grands clubs ne recrutent plus d'entraîneurs algériens. On ne sait pas. On sait que localement, on a cette compétence-là. L'Algérie, la dernière Ligue des champions africaine, la seule Ligue des champions gagnée par un club sur sa nouvelle édition, elle était gagnée par un entraîneur algérien. L'USMA d'Alger, ils étaient en finale avec un entraîneur algérien issu de l'école française. Personnellement, moi, je suis pas contre la venue des entraîneurs étrangers. Par contre, ramener un entraîneur étranger juste parce qu'il est étranger ou juste parce que c'est un tapenant, ça, ce que je comprends pas, il faut donner la chance aux Algériens. Il faut prendre exemple sur le système portugais, les entraîneurs portugais, et le Portugal, c'est un pays où les... Là, on vous perd par contre. Là, on vous perd... Alors là, je dis, il parle des Portugais, oui, mais les Portugais, la formation portugaise en matière d'entraîneur, je pense qu'elle est de tout autre. Hein. J'ai à le voir. C'est un tout autre niveau. Mais c'est vrai qu'on remarque qu'il n'y a plus d'entraîneurs. Les gros clubs sont pris par des entraîneurs étrangers. Ouais. On a eu les Brésiliens, maintenant on a un Égyptien. Là, il y a un Tunisien, un Français. Un Égyptien, maintenant, ce qui est nouveau. Oui. Mais quand on regarde aujourd'hui, il n'y a plus d'entraîneurs, vraiment. Au niveau de la Ligue 1, il n'y a aucun entraîneur pratiquement sur les grands clubs, bien sûr, qui joue les compétitions internationales. Le CRB, l'USMA, le Mouloudia, l'AJSK, l'Entente et la JSK. L'AJS Saoura.
tous ont des entraîneurs Étrangers. Tout Donc à fait. vous prenez, on retrouve Magara a un entraîneur étranger, Al-Bayad qui a accédé à un même entraîneur les- étranger. les clubs, Il n'y a plus que Biskra qui a Bouzidi. C'est tout, voilà, c'est pour vous dire. Ça serait, Et une fois n'est pas coutume, Bouzidi est resté. Il est resté, s'il continue. il a Sur les sauvé 16 clubs, l'honneur. 16 clubs de Ligue 1, C'est extraordinaire. quasiment la majorité ont des entraîneurs étrangers. On ne fait plus confiance au produit local. C'est un peu comme au hand. Ils Vous sont- venez de le ils sont- dire. ils sont en Ligue 2. C'est inouï. Hein. Ouais. Je viens de me rendre compte. Oui, vous les prenez tous. C'est extraordinaire. À ce point. On ne fait plus confiance à la formation. Je parle en général, je parle des techniciens. Je sais pas, au niveau du handball, Le handball, vous n'êtes pas touché. On n'est Vous n'êtes pas touché par par ça. ça. Donc, Vous n'êtes pas touché. Non, on a de très bons entraîneurs maintenant. Très bons techniciens Très bons aussi. techniciens. Alors, ce qu'il faut, c'est. Le handball, dans les années 70. C'est réorganiser ce handball parce que. Dans les années 70, vous aviez des étrangers. Des C'était étrangers, l'école de l'Est. De l'Est, Costage. Très bien. Il y a eu Costage qui est il y a notamment. Pazur. Il y a eu quelques-uns qui sont passés. Il y a eu le dernier en date étranger, c'était Alain Porte. À l'importe, ouais. Très bien, qui a travaillé en Tunisie également, dans Également, les pays du absolument. Golfe. Mais sinon, tout le temps, ça a été des Algériens, des, absolument. des entraîneurs Qui ont réussi d'ailleurs. Voilà. Qui Ouais. réussissent partout. On me dit que Walid Bouchnafa est avec nous. Juste, on me le dit. Ah, il est là, il est revenu, Walid Bouchnafa. On n'a pas terminé, Walid Bouchnafa. Alors, justement, vous avez dit au tout début, ce n'était pas un marché très dynamique. Est-ce que vous pensez que sur les derniers jours, le marché va s'accélérer et les clubs vont être beaucoup plus actifs sur les recrutements? Ou vous dites non, la tendance ne va pas bouger, ça ne va pas bouger? Non, je pense ça va s'activer un petit peu parce qu'il y aura la pression, on va dire, populaire, la pression des supporters et tout ça. Mais ça sera plus un marché algéro-algérien, une valse de joueurs du club A vers le club B, comme on a connu depuis 2 ans, depuis la crise Covid sur le marché algérien. Très bien. Et on doit s'attendre à un gros coup en matière de transfert ou ben on vous dit non? Je pense que cette année, on va dire, les transferts, c'est les transferts des Algériens vers les marchés européens. On sait que le Paradou... J'avais laissé pour la fin pour dire, voilà, il y a un seul club qui exporte bien, c'est le Paradou Athletic Club. Oui, le Paradou, ils ont cette image, cette étiquette de club formateur. Après, on va dire l'expérience de ces dirigeants qui savent vendre leurs joueurs. La plupart des clubs, ils savent. La problématique, c'est qu'ils savent pas faire la promotion de leurs joueurs. Et ça, il faut travailler cela pour pouvoir vendre nos joueurs dans des marchés, soit des marchés de transition, soit des marchés émergents, soit dans le Big Five européen. Mais Walid, moi je voudrais juste revenir sur ce que vous venez de dire. Vous avez dit les dirigeants du Paradou savent vendre leurs joueurs. Mais avant de pouvoir vendre les joueurs, il faut d'abord savoir les former parce qu'ils ont une formation académique qui leur permet tout de suite de s'imposer au plus haut niveau et de s'intégrer directement avec les clubs où ici, on l'a vu, que ce soit en transition en passant par un championnat belge. Toujours. Oui, toujours. Parce qu'il y a une, Walid peut le confirmer, il y a une facilité juridique quand on passe par le championnat belge. Mais même s'ils vont dans des championnats un peu plus élevés, UP, je parle des 5 grands championnats comme vous venez de le dire, l'exemple de Attal, de Ben Sebaini, ils peuvent s'intégrer directement, que ce soit sur le plan tactique, organisationnel, l'intelligence. Ils ont cette capacité à tout de suite s'intégrer dans les clubs et ça, c'est la formation. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Sid Ahmed, par rapport à ça. Mais aussi le fait de côtoyer des entraîneurs de haut niveau. On sait qu'à un moment, Zinedine Farhat ou Derfellou, qu'ils ont connu des entraîneurs, on va dire, d'envergure, Roland Courbis, en citant selon Roland, Farhat, il a su s'adapter très facilement au Havre. Derfellou, il a su s'adapter aux Pays-Bas. Le fait d'avoir des entraîneurs en équipe première qui sont de bon niveau, d'excellent niveau, permet aux joueurs l'adaptation. Et Paradou, le fait que le joueur il est formé sur une méthode purement européenne, avec cette culture tactique, et le fait que les anciens ils ont réussi, ça a créé cette image de marque ou ce label qui oblige les clubs, s'ils veulent recruter des joueurs un peu exotiques, un style de jeu qui peut complémenter le style européen, de regarder ce qu'il y a dans ce club-là sur l'Algérie, sur l'Afrique du Nord. Très bien, et d'ailleurs, comme information, on annonce que Zorgen va signer dans les prochaines heures
en Angleterre. Hein. C'est pratiquement fait, il y a un accord qui devrait être trouvé. En Angleterre ou Ah, aux Pays-Bas. Il va signer en principe à Wolverhampton, c'est pour un contrat de 5 ans. C'est ce qui est annoncé pour le moment. Il y a eu aussi les Pays-Bas avec Eindhoven. Eh bien voilà, on attendra pour voir ce qui se fait de mieux. Merci Walid d'avoir été avec nous en direct. Je vous remercie moi aussi et bonne soirée. Merci. Est-ce qu'il est facile de placer nos handballeurs sur l'étranger? Oui, il y a beaucoup d'entraîneurs maintenant. Non, je parle de joueurs. De joueurs, oui, il y a beaucoup de d'athlètes. joueurs. Ils sont tous là-bas, ils sont tous de l'autre côté. Malheureusement, j'aurais aimé que tous ceux qui sont au niveau des pays arabes soient en France, même en deuxième, voire troisième niveau, qu'au niveau des pays arabes. Ça nous aurait facilité les choses pour les rassembler au niveau, pour les stages. Ça serait intéressant. Abdel Ben Marsoula, merci. Est-ce que je pourrais ajouter une chose? Allez-y, rapidement. Féliciter l'équipe nationale pour cette qualification. On les félicite avec vous. Bien sûr, et le staff. Féliciter l'Algérie pour la réussite des Jeux méditerranéens. Et féliciter tous les athlètes qui ont été médaillés. C'était une grande C'était une belle performance. édition. Oui. Et surtout, j'étais là-bas, féliciter les Oranais, qui sans eux, les Jeux méditerranéens n'auraient pas eu ce succès. Cette réussite. Absolument. Merci encore une fois, Abdeslam. C'est toujours un plaisir et on vous souhaite bon vent dans votre mission. Merci. Je rappelle, vous êtes directeur technique national de la Fédération algérienne de handball. Merci Sid Ahmed. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Moi, je vous dis bonne soirée et on se retrouve lundi prochain.